Vous savez pourquoi j'ai un petit sourire en coin et que je me frotte les mains là comme un méchant dans un film? Parce que vous l'attendiez cette vidéo. Qu'est-ce que vous l'attendiez? Et vous êtes gâtés 5 histoires au lieu de 3 et c'est même pas une vidéo spéciale Halloween. La vidéo spéciale Halloween... Ah, je dis rien, j'allais spoil. Il y a un peu de tout aujourd'hui, mais il y a aussi des nouvelles mécaniques. Je vais les raconter dans un ordre un peu au pif. Je me suis pas dit quelle est la plus intéressante à raconter en premier et en deuxième. C'est full random. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre vous va au moins adorer 2 de ces histoires. Tellement les mécaniques sont différentes les unes des autres, il y en a pour tout le monde. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, on lance une BD thread d'horreur. C'est 3 histoires originales. Pour ceux qui l'ont pas encore précommandé, le lien est dans la description. Et vous avez déjà été très nombreux à la précommander d'ailleurs. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est faux, puisque la vidéo d'annonce des précommandes n'est pas encore sorti au moment où je tourne ce thread d'horreur. Je spécule, j'ai peur, comme les gens dans les histoires que je vais vous raconter. Maintenant que tout le monde est prêt, on passe aux histoires. Et la première, c'est celle de Myriam. L'histoire que nous raconte Myriam a eu lieu récemment puisque ça s'est passé en 2020. Myriam a 23 ans, elle est belge et ses parents sont divorcés. Ça a son importance puisqu'elle explique qu'elle vit chez sa mère mais que son père a une grande maison constituée d'une cave, ce que j'appellerais plutôt un sous-sol vu qu'il y a une cuisine et un salon dans cette cave, un rez-de-chaussée et un étage. Ça a son importance dans la suite de l'histoire. En août 2020, la meilleure amie de Myriam se marie et Myriam, en tant que meilleure amie, vous connaissez, est chargée d'organiser l'enterrement de vie de jeune fille. Elle organise donc un petit week-end de rêve pour sa meilleure pote et ses copines, spa, resto, activités sportives et pyjama party. Les activités de la journée étant payantes, elles ont plus de budget pour louer un Airbnb pour le soir, mais c'est pas grave, Myriam a une solution. Elles vont faire la pyjama party dans la maison de son père. Elle s'arrange évidemment avec lui pour qu'il soit pas là le soir de la pyjama party et le samedi soir, elle débarque à 9 chez lui prête à faire la fête. La fête commence, l'ambiance est au max et l'une des copines de Myriam la prévient que son copain va passer la voir aux alentours de 22h en bas de la maison du père de Myriam. Myriam lui dit bah écoute pas de soucis, tu sais quoi, je te file la clé de la maison, comme ça quand t'as fini de voir ton gars devant la maison, tu peux rentrer quand tu veux. Aux alentours de 22h, la copine de Myriam descend donc les escaliers et sort et s'absente pendant plusieurs minutes avant de revenir et de remercier Myriam de lui avoir filé la clé et de l'avoir laissé voir son mec. La soirée continue, tout le monde s'amuse et aux alentours de 23h, une autre copine de Myriam lui demande un petit service. Décidément, c'est le problème d'organiser des soirées chez toi, c'est que t'es le référent. Elle lui explique juste qu'elle veut aller fumer une clope et elle demande donc à Myriam de l'accompagner. Et c'est là que la soirée prend une tournure un peu relou. Myriam et sa pote fumeuse descendent au rez-de-chaussée de chez elle, et lorsqu'elle s'apprête à aller sur le palier, elle constate que la porte d'entrée est restée ouverte. Myriam comprend tout de suite d'où ça vient, hein, c'est clairement sa pote qui est allée voir son mec juste avant, qui a mal fermé la porte en rentrant dans la maison. Mais bon, elle explique qu'elle vit dans un quartier très calme et que ça l'inquiète pas plus que ça. En revanche, à l'intérieur de la maison, juste à côté de la porte d'entrée, se trouve la porte qui mène à la cave. Enfin, moi j'appelle ça le sous-sol, vu qu'il y a une cuisine et un salon. Comme la soirée se passe à l'étage dans le salon et que Myriam elle a pas envie que tout le monde se split dans la maison de son père, elle décide intuitivement, au cas où, de verrouiller la porte de la cave. Elle va ensuite avec sa pote fumer une clope comme prévu, et après quelques minutes, elle entend des coups. Comme si quelqu'un frappait contre un mur ou à une porte. Et Myriam, au moment où elle est en train de demander aux filles à l'étage si c'est l'une d'entre elles qui a fait ce bruit, elle voit un truc bouger. Et ce truc, c'est les clés accrochées à la porte de la cave. Des clés posées sur une porte, globalement, ça ne bouge pas tout seul. Myriam et sa pote courent à l'étage pour prévenir tout le reste des filles, et quelques minutes plus tard, tout le monde est au rez-de-chaussée devant la porte de la cave à réfléchir à ce qu'il faut faire. Décision pas facile à prendre, mais en même temps, c'est un peu l'unique chose à faire dans cette situation. Les 9 descendent au sous-sol. Une fois en bas, elles allument la lumière, il y a le salon, il y a la cuisine, mais il y a personne. Myriam et sa pote fumeuse sont rassurées, le reste du groupe est saoulé puisqu'il y a quand même eu une grosse cassure dans l'ambiance de l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure pote. Et de toute façon, après avoir vu qu'il y a personne dans le sous-sol, bon bah la fête reprend, tout le monde remonte et à partir de là, il va rien se passer de bizarre jusqu'au lendemain. Le lendemain, tout le monde est en gueule de bois, d'accord? Classique. Elles prennent tout un petit déjeuner ensemble, mais pour ça, il faut du café et la machine à café est dans la cuisine au sous-sol. Myriam descend la chercher et en remontant au rez-de-chaussée, comme elle a les mains prises, elle ne verrouille pas la porte de la cave derrière elle. Le petit déjeuner commence et puis petit à petit, la maison se vide, les filles rentrent chez elles, une à une, jusqu'à ce que Myriam se retrouve toute seule dans la maison. Une fois seule dans la maison, évidemment, elle repense à ces 3 bruits de la veille. Elle repense aux clés qui bougeaient sur la porte. Elle sait pas trop pourquoi, mais elle est convaincue à ce moment-là qu'il faut pas qu'elle retourne dans la cave de la journée. Aux alentours de 17h, le grand ménage est terminé. Myriam, évidemment, est fatiguée et elle s'endort sur le canapé du salon. Elle se réveille 1h30 plus tard, mais elle se réveille en sueur. Elle est mal. Elle sait pas pourquoi, mais elle est mal et elle a peur, quoi, d'être seule dans cette maison, ce qui est chelou. Elle se lève, elle récupère que la moitié de ses affaires et elle décide de quitter sur le champ la maison. Avant de partir, elle fait quand même une petite dinguerie. Et c'est ce truc qu'on fait pour se rassurer quand on a une sensation mais que notre côté rationnel nous dit mais non, tu rigoles. À haute voix, toute seule dans la maison, elle va dire « Et s'il y a quelqu'un, il y a du gâteau à l'étage, hésite pas à te servir hein !» Et elle se barre. Personnellement, je comprends ce move. On est dimanche, une fois à l'arrêt de bus, elle attend plusieurs dizaines de minutes qui passent, il y a pas beaucoup de bus, mais ça y est, elle est enfin assise dans le bus direction chez sa mère, elle a plus de mauvais feeling. Mais le bus sur le chemin, il passe devant la maison de son père. Et c'est là que son cœur va s'arrêter. Parce que quand elle regarde la maison de son père, elle voit une silhouette à travers la fenêtre du salon.
Et immédiatement, elle relie tous les éléments. Ce qui s'est passé la veille, son mauvais feeling à être seule dans la maison. Tout cet enchaînement de choses un peu relou, et elle décide d'appeler son père immédiatement pour le prévenir. Et devinez la suite. En arrivant sur place, le père de Myriam découvre que la porte de la véranda est grande ouverte. Sur la grande table de la cuisine se trouvent alignés des couteaux de cuisine et aussi le sécateur. À l'étage dans le salon, il restait bel et bien un gâteau, et devinez quoi, une part a été découpée et mangée. Il y avait donc depuis le début bel et bien quelqu'un qui était rentré dans la maison entre le moment où la pote de Myriam revenait d'après avoir vu son mec et le moment où Myriam est sortie pour fumer une clope avec sa pote. En revanche, comment se fait-il que quand les 9 filles soient allées dans la cave, elle ne l'ait pas vu? Myriam, elle sait toujours pas où il était caché, mais le mec était forcément là. Et elle l'a probablement senti dans son sommeil ou quoi, et c'est pour ça qu'elle s'est réveillée vraiment en mode bouffée de chaleur trop mal. Bien entendu, elle se demande ce qui se serait passé ce soir-là si, avec sa pote, elle avait décidé d'ouvrir tout de suite la porte de la cave après avoir entendu les toc toc toc. C'est la fin de l'histoire de Myriam. Allez-vous interdire à vos copines d'aller voir leur mec devant la maison? Oui. En fait, je trouve ça ouf dans cette histoire que le mec se soit fait enfermer dans la maison et qu'il ait passé la nuit là-bas en fait. Je trouve ça horrible. La deuxième histoire, c'est celle de Scott et elle est vachement originale parce que c'est une histoire de garde forestier. Et oui, en gros, il est posé dans une tour d'observation géante au milieu d'un parc national. Il balaye l'horizon avec des jumelles à la recherche des signes d'un départ d'incendie. Il est pas tout seul. Il a un collègue situé à 8 km de lui dans une autre tour d'observation. Un jour, Scott tombe sur un piège à ours illégal. Alors, le braconnage, bien entendu, est illégal dans le parc, donc ce piège à ours n'a rien à faire là. Mais même si c'est passible de lourdes amendes, voire même de peine d'emprisonnement, il y a quand même des gens qui viennent dans la réserve et qui essayent. Quelques minutes après avoir découvert ce piège, Scott entend des tirs. Immédiatement, il retourne dans sa tour à son poste d'observation et il prend son fusil à lunettes. Il explique qu'il a un fusil parce que quelques mois plus tôt, un de ses collègues observateurs s'est fait mutiler à mort par un grizzly. Et après ça, évidemment, les autorités ont équipé chaque tour d'observation d'un fusil de précision. Et tout d'un coup, il entend le grondement d'un camion. Alors, rien d'alarmant dans un premier temps, parce qu'il y a souvent Ben, son pote garde forestier situé dans une tour à 8 km, qui lui rend visite dans sa Jeep pour boire un soda avec lui. Scott prend ses jumelles, il les pointe en direction du grondement du camion, sauf que là, il voit pas Ben. Il voit 4 hommes armés sortir du camion et commencer à poser des pièges à ours partout autour d'eux. Immédiatement, Scott prend son fusil, descend de sa tour d'observation et marche en direction des 4 hommes armés. Il explique qu'à l'époque, il a 21 ans, il est hyper naïf, il a jamais rien vécu de tel, et à cause de son manque d'expérience, il a pas le réflexe d'appeler les autres rangers, dont Ben. Il se dit qu'il va pouvoir gérer la situation tout seul. En arrivant sur place, il a à peine le temps de leur adresser la parole qu'il se prend un uppercut. Quand il revient à lui-même, il a plus l'arme dans sa main, il a à peine le temps de réaliser ce qui se passe, qu'il est désarmé et qu'il se reprend un coup cette fois dans le ventre. Bref, les 4 mecs face à lui ne rigolent pas du tout. Scott est désemparé, il sait pas quoi faire, il a jamais fait face à une situation pareille. Les hommes face à lui vont le prendre et ils vont commencer à le traîner sur plusieurs centaines de mètres avant d'être mis à genoux par les 4 personnes armées. Scott réalise que sa position c'est celle qu'un mec a avant de se faire exécuter par une arme à feu. Alors il fait le seul truc qui lui reste à faire, c'est-à-dire fermer les yeux et prier. Et quelques secondes plus tard, il entend ce qu'il redoutait tant, à savoir un coup de feu. Il entend un coup de feu, mais il est toujours en vie. Et puis quelques secondes plus tard, il entend des gyrophares. Et après les gyrophares, c'est la voix de Ben qu'il entend. Et ce soir-là, Ben lui a sauvé la vie. En fait, quelques minutes plus tôt, quand Scott entend le moteur d'un camion, Ben l'entend aussi. Sauf que Ben, lui, suit la procédure et immédiatement il prend son talkie-walkie et il essaie de communiquer avec Scott. Sauf qu'à ce moment-là, Scott est déjà descendu de sa tour. Comme Scott répond pas, Ben monte dans sa voiture et se dirige à 300 à l'heure vers la tour de Ben, se rend à la tour d'observation de Scott et voit qu'il est bel et bien plus là. Il prévient immédiatement tous les rangers et tous les rangers se mettent à chercher aux alentours de la tour d'observation de Scott. Et heureusement, ils sont tombés sur Scott au bon moment parce que clairement, quelques secondes plus tard, Scott était mort et ils ont procédé à l'arrestation des 4 braconniers qui ont littéralement fini en prison. Ben a reconduit Scott à sa tour d'observation en le rassurant comme un grand frère et pas du tout en lui reprochant de pas l'avoir prévenu par Talkie ou quoi. C'est vraiment un mec bienveillant et suite à ces événements, Scott a décidé quelques mois plus tard d'arrêter ce taf parce que c'était trop dangereux. En fait, globalement, tous les métiers comme ça où tu dois surveiller qu'il n'y ait pas des trous du cul qui viennent faire des trucs interdits et donc des gens assez motivés pour quand même venir tenter le truc alors qu'ils savent que c'est interdit et donc des gens potentiellement dangereux, gros respect, ça me terrifie. Alors, la troisième histoire c'est celle de Sammy et il y a une mécanique folle dedans. Sammy est américain et il aime la chasse. Il aime la chasse aux sangliers plus particulièrement. Il explique que le ministère de la Pêche et de la Faune encadre évidemment énormément la chasse, mais que concernant la chasse aux sangliers, il y a beaucoup moins de règles, puisque les sangliers représenteraient dans pas mal d'endroits un problème d'ordre écologique, et les femelles peuvent avoir jusqu'à 2 portées par an qui peuvent donner chacune jusqu'à 10 naissances. Bref, pourquoi il explique ça, Sammy? Parce qu'il vient d'acheter une lunette à vision nocturne, et que le seul truc que t'as le droit de chasser avec cette lunette, c'est le sanglier. Un soir, il décide
décide donc d'aller tester sa toute nouvelle lunette. Et pour ça, il se rend de nuit dans une zone parsemée de sangliers. Il arrive sur les lieux, et puis il commence à regarder au loin, et là il est déçu parce que pendant 1 heure, il se passe rien. Il y a très peu d'activité animale, alors même si il a le droit là de tirer que sur des sangliers, il a vu ni cerf, ni lapin, ni hibou, ni coyote, bref, à l'endroit où il se trouve là dans cette forêt, il y a l'air d'avoir aucune activité animale autour de lui. Sauf que l'endroit où il se trouve, il y est déjà allé de jour, et de jour, il y a plein d'animaux. Le temps passe, et là ça fait quand même bientôt 4 heures que Samy est posté à regarder dans sa lunette, et qu'il n'y a rien quoi, c'est-à-dire que c'est même pas qu'il n'y a pas de sanglier, c'est qu'il n'y a pas un seul être vivant aux alentours. Il a pas le temps de trouver la réponse à ce dilemme qu'il entend au loin des branches qui craquent sous le poids de quelque chose, d'un être vivant. Il pointe en direction de l'endroit d'où vient le bruit, et là il voit la silhouette d'un petit ours. Il ajuste sa portée, il zoome un peu dans la lunette, et là, à sa grande surprise, il découvre qu'en fait, c'est pas un ours qu'il vient de voir, c'est un homme. Un homme voûté qui est en train de marcher à 4 pattes. Totalement nu. Et puis pendant qu'il observe grâce à sa lunette, cet homme arrête de marcher, met ses mains entre ses jambes dans la terre et il se met à regarder en l'air. Samy explique qu'il a l'impression de voir un loup qui s'apprête à hurler là en regardant la lune. Sauf que là le mec va pas hurler comme un loup, il va hurler avec une voix féminine. Au secours, je suis perdu. C'est sorti de la bouche du mec à 4 pattes qu'il voit dans sa lunette. Samy il est complètement tétanisé, il est figé, il ose pas bouger un muscle, il se dit mais c'est quoi ce bordel? C'est un animal, c'est un humain, c'est une femme qui s'est perdue, il comprend plus rien. Et pendant qu'il se pose des milliards de questions, il entend de nouveau la personne crier au loin, et il entend cette fois dire « Au secours, s'il vous plaît, je ne peux pas marcher ». Et c'est là que Samy comprend qu'il est potentiellement en danger. Il l'a vu marcher cette personne, et elle marchait très bien. Elle se déplaçait tellement bien cette personne qu'il l'a pris pour un ours carrément. Il comprend donc que si elle ment sur sa capacité à se déplacer, c'est qu'elle a des intentions probablement malveillantes. Samy est choqué, il a pas du tout envie de confronter cette personne, il a pas du tout envie qu'elle sache qu'il est là. Du coup il sort l'œil de sa lunette pour récupérer ses affaires et se casser. Et puis avant de partir, il re-regarde dans la lunette de son fusil voir si la personne a bougé. Et en re-regardant dans sa lunette, à sa grande surprise, la personne n'a pas bougé. Par contre, elle regarde plus le ciel, elle regarde droit dans sa direction. Samy estime que la personne qu'il regarde dans sa lunette se trouve à 150 mètres de lui. Et Samy se chie dessus. C'est donc tout naturellement qu'il va hurler à cette personne « Va te faire foutre ». Et au moment où il crie ça, la personne se lève. Elle se tient maintenant debout, droite, comme un humain. Il estime à vue de lunettes qu'elle fait au moins 1m90. Et là, cette personne se met à marcher droit dans la direction de Samy. En voyant ça, Samy, son cœur s'arrête clairement et il lève son fusil, il tire en l'air pour faire fuir le mec. Et au moment où il tire, le mec s'arrête et se remet tout de suite à 4 pattes. Samy lui recrie dessus et cette fois il lui dit « Va-t'en, je veux pas de problème ». Et là, l'homme à 4 pattes se met à taper un sprint et s'enfonce dans la forêt. Samy ne le voit plus dans sa lunette et là il se dit bon, je vais pas traîner ici. Il tire une autre balle en l'air et il tape un sprint jusqu'à sa voiture. Et pendant qu'il court, il entend au loin ce qui ressemble soit à des hurlements, soit à des rires. Ou un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, il arrive à atteindre sa voiture et il tape la pointe de sa vie jusqu'à chez lui. Donc les gars, il est clair que les Wendigo existent et que ce jour-là, Samy a aperçu un Wendigo en plein milieu de la putain de forêt. Wendigo qui a voulu lui tendre un piège en se faisant passer pour une femme en détresse, pas capable de marcher et perdue au milieu de la forêt. Est-ce qu'on est bon sur cette rencontre? Moi je vous dis, je vais plus aller en forêt pendant 1 an là, après ces histoires. Natsu, je suis désolé mon frérot, mais il y a des Wendigo. C'est pas ma faute. Messieurs, dames, 4e histoire. Cette 4e histoire, c'est celle de Peter. Peter est québécois, big up aux Québécois, et ça a son importance parce que comme vous le savez, au Québec, il fait nuit beaucoup plus tôt, et surtout, il neige beaucoup. L'histoire que Peter nous raconte a donc eu lieu il y a pas mal d'années, et à l'époque, il a 9 ans. Peter habite pas loin de son école primaire, et il a une grande sœur avec laquelle il fait très souvent le trajet jusqu'à l'école, aller-retour. Mais ce jour-là, à cause d'une activité parascolaire qui a duré plus longtemps que prévu, il rentre tout seul chez lui de l'école aux alentours de 17h30. Il y a 20 cm de neige qui était annoncé ce jour-là, autant vous dire qu'on était sur une belle tempête de neige. Après 10 minutes à marcher dans le froid et une visibilité quasi nulle, Peter arrive enfin au coin de sa rue. Il sent une main se poser sur son épaule, il tourne la tête et il voit un homme habillé en noir lui demander de l'aide pour aller déblayer sa voiture dans sa cour arrière. Évidemment, Peter sait qu'il faut toujours se méfier des inconnus, surtout quand il t'invite, mais l'homme insiste et il lui propose 10 $ en échange de son aide. Et là, Peter se confie, il nous dit bon bah effectivement j'ai toujours été très vénal. Du coup suite à cette proposition bah j'ai accepté d'aller aider ce mec à déblayer sa voiture. L'homme invite Peter à passer la porte qui mène soi-disant à sa cour arrière et après l'avoir franchi, Peter constate que y a pas de voiture. Et au moment où il comprend qu'il y a pas de voiture, il entend la porte derrière lui se refermer et l'homme lui propose d'aller boire un chocolat chaud à l'intérieur de sa maison. Peter évidemment est terrifié, il se retourne, il regarde l'homme et il lui dit écoute en fait je dois vraiment rentrer, mes parents m'attendent. Et là les événements prennent une tournure dramatique. L'homme fait 3 pas, arrive au niveau de Peter et lui met une énorme gifle.
Et puis il commence à l'engueuler. Il commence à lui dire bah alors, tes parents ils t'ont pas appris les bonnes manières toi? Et d'un coup il change de ton, il sourit, il a une voix douce et il lui dit je vais t'apprendre moi les bonnes manières. Il prend ensuite Peter par le bras et il l'amène vers la porte de sa maison. Sauf que Peter il fait ce que n'importe quel enfant aurait fait à sa place, il se débat dans tous les sens et il hurle de toutes ses forces. Dans l'action, à force de bouger dans tous les sens, il réussit à se libérer. Et là il se dit bon, comment je m'enfuis? Et effectivement, Peter, il est en méga tenue contre le froid, c'est-à-dire que t'es pas très mobile, t'es pas très agile, tu peux pas trop courir, enfin, c'est compliqué pour lui de s'enfuir. Et en tournant la tête, il voit que le mec n'est plus à côté de la porte de sa maison, mais qu'il est juste à côté de lui avec une pelle dans les mains, et il essaie de lui mettre un coup dans les jambes avec la pelle. Peter réussit à franchir la clôture, ce qui fait qu'il atterrit dans la cour arrière du voisin du mec, et à partir de là, il emprunte la ruelle adjacente et il tape le sprint de sa vie dans la neige jusqu'à chez lui. Une minute plus tard, il atteint enfin la porte arrière de sa maison. Et en arrivant cette porte, il la bourrine. Il la bourrine parce qu'il sait que sa sœur est déjà rentrée à la maison. En revanche, il ne sait pas si le mec qui a voulu lui mettre un coup de pelle l'a suivi ou non. Heureusement, la sœur de Peter lui ouvre la porte après seulement quelques secondes. Immédiatement, ils fond en larmes. Sa sœur comprend pas ce qui se passe et elle va réveiller son père. Et le père de Peter, ça le fait pas du tout rire qu'un inconnu ait voulu frapper son fils et le kidnapper. En apprenant ce qui vient de se passer, il s'habille, il prend un couteau et il demande à Peter où est la maison en question. Son père part, revient plus tard avec la police. La police prend la déposition de Peter et à partir de là, lui n'a plus jamais eu de nouvelles ni des enquêteurs ni de ses parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc qui l'a profondément traumatisé à tel point que il n'est plus allé à l'école de l'année après avoir vécu ça. Il a continué sa scolarité à domicile. Il ne voulait plus sortir de chez lui, il avait trop peur. Et puis à la fin de l'année, pour d'autres raisons, la famille a déménagé. Et ce n'est que 10 ans après qu'il va avoir des news que son père va oser enfin lui en parler. En fait, ce jour-là, son père arrive devant la maison en question et la porte d'entrée est entrouverte. Il aperçoit donc l'intérieur de la maison et là-dedans tout est sombre et en désordre. L'agresseur de Peter a en fait pris la fuite. Bonne nouvelle, les policiers et les enquêteurs finissent par retrouver l'homme et par l'arrêter. Il s'agit en fait d'un homme qui avait déjà été incarcéré pour séquestration et agression d'enfants, aussi pour détention de pédopornographie, mais qu'il avait été remis en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Grâce au témoignage de Peter, il est donc retourné en prison et il a vu sa peine être radicalement augmentée. Peter a donc vraiment échappé à un truc ignoble ce jour-là alors qu'il avait que 9 ans. Ça lui a quand même valu un très gros traumatisme, mais ça nous rappelle que ces trucs de kidnapping c'est réel, ça existe. Et comme je vous l'ai déjà raconté dans une vidéo, j'avais failli moi-même me faire kidnapper par des mecs en voiture, exactement comme Peter quand je revenais de l'école primaire. Et c'est vrai que si on n'a pas été sensibilisé à ce sujet à un jeune âge, bah malheureusement ça peut nous arriver. Peter, je suis ravi que tu ailles bien, je suis ravi que t'aies enjambé cette clôture comme un athlète olympique ce jour-là, et on est ravi que grâce à toi il soit retourné en prison et qu'il n'ait pas pu faire du mal à qui que ce soit d'autre. Beau gosse Peter. Messieurs dames, je vais retirer mon casque pour cette dernière histoire. Oui, c'est déjà la dernière histoire. La dernière histoire, c'est celle de Nathalie. Elle parle d'un truc d'amitié toxique qui moi me glace le sang. L'histoire de Nathalie a eu lieu il y a pas mal d'années, en 2008, et à l'époque on parle à ses amis via MSN. Oh oui! Nathalie à ce moment-là est très pote avec une fille qui s'appelle Tania. C'est sa meilleure pote, mais il y a vraiment un truc fusionnel entre elles. C'est-à-dire qu'elles passent leur journée à discuter à l'école et quand elles rentrent le soir, elles passent une bonne partie de leur soirée et de leur nuit à discuter encore sur MSN. Un soir, Tania et Nathalie parlent de mecs. Ah bah c'est l'âge un préadolescent, c'est là où tu commences à te poser des questions quand même. Tania explique à Nathalie qu'elle aurait entendu dire que Marc, un élève de la classe de Nathalie, l'aimerait fortement. Et Tania, en tant que meilleure pote, a réussi à avoir son adresse MSN et elle le la lui donne. Le soir qui suit, Nathalie reçoit un message de MarkyBoy99. Il l'a accepté sur MSN et il vient de lui envoyer un message. Waouh, imaginez à quelle vitesse bat le cœur de Nathalie à ce moment-là. Il lui envoie un hey, elle lui envoie en retour un hey. Ça commence comme ça, vous savez comment ça finit. Ils ont parlé toute la nuit. Ils ont parlé de leur journée, de l'école, des groupes de musique qu'ils aiment, bref des discussions classiques de jeunes de 11 ans, et Nathalie est au paradis. On peut le dire, elle est piquée parce que c'est la première fois qu'elle plaît un garçon, et à ce moment-là, elle a tellement peu d'estime d'elle-même qu'elle est complètement flattée qu'un mec lui parle tout simplement, et elle développe tout de suite des sentiments très forts pour lui. Et en plus, Marc il est stylé, genre il joue au football, il est extraverti, bref c'est un peu le cliché du beau gosse de ta classe quand t'es au collège. Ils vont se parler très souvent, et il y a une complicité de fou entre deux. Mais petit bémol, les conversations n'ont lieu que sur MSN. C'est-à-dire que Marc et Nathalie n'ont jamais osé s'appeler, probablement par timidité. Et au collège, pareil, ils s'ignorent, ils vont pas trop l'un vers l'autre. Bref, ils veulent peut-être tout simplement pas que les gens sachent qu'il se passe un truc entre eux. Mais un jour, malgré la timidité, malgré le stress, malgré tout, Nathalie, elle a envie de franchir le pas et elle prend son courage à deux mains, elle va voir Marc. Elle commence à lui parler et Marc a juste l'air confus, comme s'il avait jamais eu de conversation avec elle, et il se casse.
Immédiatement, Nathalie se dit, ça lui ressemble pas. Le mec est méga extraverti, il est trop marrant. Bref, elle vit très mal ce qui vient de se passer. Son ego est brisé et surtout elle comprend pas, elle se sent trahie, elle se dit mais pourquoi? Évidemment, elle a quand même besoin d'en parler, elle le vit mal et donc qui d'autre que Tania? Tania Hedey, elle comprend pas, elle se dit mais attends, Marc c'est un bâtard. Elle va même jusqu'à lui dire que elle va le confronter pendant son cours de musique l'après-midi parce que c'est vraiment pas cool ce qu'il a fait. Et ça fonctionne parce que le soir, en rentrant chez elle, Nathalie reçoit un message de Marc qui lui dit: je suis désolé pour aujourd'hui. C'est juste qu'en ce moment j'ai des problèmes de famille et j'arrivais pas à gérer ce truc là avec toi à l'école, c'était trop nouveau, trop brusquant pour moi, mais désolé. Il vient s'excuser, Nathalie est rassurée, immédiatement elle est de nouveau amoureuse. Elle se dit même qu'en vrai, avoir une relation juste virtuelle avec lui, ça lui va parce que elle en tire trop de trucs positifs et ça lui fait vraiment du bien. Un mois passe. On est le 31 mars 2009. Nathalie reçoit un message de Marc qui lui dit: écoute, j'ai un truc très important à te dire demain. Alors évidemment, elle se chie dessus. Ça fout la pression ce genre de message. Ce 31 mars, Nathalie, elle en parle à sa mère, elle en parle à Tania, elle leur dit mais qu'est-ce que ça peut être? Et les deux lui disent: écoute, tu vas voir. On est le 1er avril 2009. Il est 19h et Nathalie reçoit enfin un message de Marc. Elle reçoit une photo et c'est pas une photo de Marc. C'est une photo de Tania. Et sur cette photo, Tania, elle tient une pancarte et sur cette pancarte, il y a écrit: Joyeux poisson d'avril, XD. Oui, depuis des mois et des mois et des mois. Nathalie pense parler à Marc, dont elle est folle amoureuse, mais en réalité, elle parle à Tania. Alors que c'est Tania qui avait présenté soi-disant Marc à Nathalie. Tania aurait en fait été complètement jalouse de la réussite scolaire de Nathalie, et elle aurait donc prétendu être quelqu'un d'autre, ce fameux Marc, pour jouer avec ses sentiments et lui faire du mal. Et Tania lui répond tout simplement qu'elle est trop bête d'avoir pensé qu'elle parlait vraiment à Marc, et qu'elle est trop bête de jamais avoir osé lui demander son numéro, parce qu'elle aurait tout de suite su que c'était pas Marc. Bref, parler 7 mois de suite à ta meilleure pote en prétendant être un mec en crush sur elle, pour un poisson d'avril, c'est beaucoup. Ça n'existe pas, ce n'est pas une blague. Pendant les mois qui suivent, Tania va tout le temps tenter de culpabiliser Nathalie dans le but de redevenir son amie. Au fil de ces mois, elle lui fait des tas de dingueries, mais la plus notable est la suivante. Tania lui envoie un message dans lequel elle lui explique que sa mère est décédée dans un horrible accident de voiture. Suite à la violence de l'accident, son corps aurait même été démembré. Nathalie est touchée, d'autant plus qu'elle avait vu plusieurs fois la mère de Tania et que c'était quelqu'un de profondément sympa avec elle, et ça la touche tellement qu'elle se remet à parler à Tania et à lui apporter son soutien. Et un jour, elle lui demande quand sont les funérailles de sa maman. Et à ce message, Tania va lui répondre qu'elle est trop conne. Elle est trop conne de croire que sa mère est morte dans un accident de voiture et qu'elle a été démembrée. Elle plaisante, c'était une blague. Voilà le genre de dinguerie que Nathalie va subir de la part de Tania pendant plusieurs mois. C'est horrible. Par la suite, Tania se rapproche d'une fille qui s'appelle Kelly. Elles deviennent très copines toutes les deux. Et Nathalie, elle, n'avait qu'une seule amie, c'était Tania. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu ces histoires-là avec Tania, à l'école, elle est toute seule, Nat. Et le comportement de Tania envers Nathalie va être de plus en plus violent. Carrément, maintenant, Tania envoie des messages à Nathalie en lui disant: tu devrais te suicider, personne t'aime. Et ce harcèlement, parce que c'est du harcèlement, il va durer pendant 4 ans. Mais un jour, Nathalie reçoit un énième message de Tania et là, c'en est trop. Elle en peut plus. Elle en parle enfin à sa mère. Sa mère appelle immédiatement la police et leur explique la situation. La police va appeler la mère de Tania et la mère de Tania va interdire à cette dernière de parler à Nathalie. Et peu à peu, Nathalie réussit, grâce à son sang-froid et à ses nouveaux amis, à sortir un peu de la situation horrible dans laquelle elle était. Tania et Kelly ont de moins en moins de pouvoir et d'influence sur elle et Nathalie va finir sa scolarité en étant plutôt heureuse et aujourd'hui, elle a 22 ans. Elle a 2 diplômes, l'un en psychologie et l'un en histoire. Bref, elle s'en est complètement sortie, même si ça l'a marqué et que rien qu'en écrivant ce texte, ça lui rappelle des trucs très durs qui font partie de son histoire et sur lesquels elle peut pas tirer un trait, c'est normal. Et je trouve son histoire méga touchante parce que le harcèlement et le cyberharcèlement sont encore des trucs très présents dans la société. Moi j'ai pas subi de harcèlement quand j'étais à l'école, mais je trouve ça vraiment choquant ce qu'elle a vécu quoi. Ta meilleure pote qui se fait passer pour un faux crush pendant 7 mois, enfin même moi qui suis au courant qu'il y a beaucoup de harcèlement, je pensais pas ça possible. Enfin bref, GG Nathalie, c'était une histoire d'amitié toxique, on en avait jamais eu dans les threads d'horreur et je trouve que effectivement ça a totalement sa place ici parce que c'est horrible. Messieurs dames, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Bleak et pas Halloween. En revanche, la vidéo spéciale Halloween sort le 31 octobre, le jour d'Halloween. J'espère aussi que celle-ci vous a plu, on a essayé de beaucoup varier les histoires, pour moi tout est assez ouf là dans ce qu'on vient de raconter. En tout cas, merci pour tous les retours que j'ai tout le temps sur les threads d'horreur, vous adorez particulièrement ce format, ce qui a pour effet de me foutre une pression, parce que j'espère qu'il continuera de vous plaire, donc j'essaie de varier un peu les histoires et tout. Donc je suis pas prêt d'arrêter le format, mais j'aimerais bien le faire évoluer peut-être, ou faire des vidéos où je cible une seule méga grosse histoire. Désolé d'avoir été chiant avec la BD, mais je suis vraiment très fier de ce projet, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur les histoires surtout. Mais c'est terrible parce que c'est des projets où il y a tellement de gens qui ont bossé sur une tellement longue période, c'est tellement de stress à lancer et tout que on a envie que ça plaise quoi. Bref, à très vite tout le monde, plein de bisous, plein de bonnes choses. Je vous jure que je vais regarder un dessin animé là. 5 histoires c'est trop. C'est pour ça qu'on fait 3 d'habitude. 5 c'est trop de charge mentale.
Alors, ça manque un peu d'horreur sur cette chaîne YouTube ces derniers temps, vous trouvez pas? D'ailleurs, merci pour tous vos retours sur la vidéo d'Halloween, c'est un concept qui vous a énormément plu et ça m'a fait très plaisir de lire tout ça, voilà, j'en avais pas parlé depuis, mais sachez-le, j'ai tout vu, ça m'a fait plaisir. Aujourd'hui, comme d'habitude, 3 histoires d'horreur, 3 témoignages flippant. Pourquoi j'ai mis un silence? Aussi, juste avant de passer aux histoires, sachez que les précommandes de la BD sont toujours ouvertes pour encore 3 jours seulement. Voilà, c'est les 3 derniers jours des précommandes. Je sais que quand on voit des précommandes, souvent on se dit oh, je précommanderai plus tard, j'ai le temps, j'ai un mois. Bah voilà, sachez que c'est les 3 derniers jours, donc je vous fais un petit reminder. Après ces 3 jours, tous les packs, tout ça, ça ne sera plus jamais disponible. Et il y aura juste une version avec une couverture différente qui sortira en librairie en mars. Et ceux qui l'auront précommandé la recevront en janvier, donc 2 mois avant sa sortie en librairie. Et surtout, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, parce qu'il y a plein de retours, plein de gens qui adhèrent au projet. Mais j'espère surtout que les histoires, l'intérieur de la BD va vous plaire. Bref, on rentre dans le vif du sujet, on commence par la première histoire, celle de Sonia. Il y a 5 ans, les grands-parents de Sonia décèdent et elle hérite de leur maison. La maison est belle, elle est spacieuse, mais le deuil est très douloureux et la maison lui rappelle ses grands-parents à Sonia, ça lui rappelle qu'ils ne sont plus là et ça la rend triste, donc elle la met en vente. Alors elle va pas la mettre en vente dans son jus, comme on dit, elle va la mettre en vente après l'avoir vidée, donc pour ça, elle va y passer tout un week-end de nettoyage, de rangement intensif, bref, week-end visant à montrer la maison sous son meilleur jour. Pendant ce week-end, elle fait aussi un petit état des lieux pour voir ce qui est fonctionnel ou ce qu'il faut changer et devinez ce qui ne marche pas. La serrure de la porte arrière de la maison qui donne sur la cuisine. Bref, on est lundi, la maison est nickel et les visites commencent. La première, c'est un couple avec un bébé qui ont malheureusement trouvé la maison trop vieillotte pour eux, elle est peut-être encore un peu trop dans son jus. La deuxième visite, c'est celle d'un couple de retraités qui a un peu le comportement genre que beaucoup de gens parmi nous, je pense, ont en visite. C'est-à-dire que pendant la visite, ils font genre que c'est grave cool, qu'ils sont grave intéressés et après la visite, ils donnent zéro news. Clairement, ils ont pas aimé. Juste, ils ont eu pitié pour Sonia et ils ont pas osé lui dire que la maison n'est pas ouf selon eux. La troisième visite, c'est celle qui nous intéresse, est celle d'un homme qui a une 50aine d'années. Cet homme explique venir visiter la maison pour y emménager avec sa femme et sa fille. Et contrairement au couple de retraités, il pose beaucoup de questions sur la maison, ce qui est typiquement le comportement d'un futur acheteur. Il fait attention à tout et il remarque évidemment le petit problème de serrure sur la porte arrière de la maison. Sonia lui explique qu'elle va réparer la serrure dans la semaine et il lui dit qu'il reviendra pour une seconde visite avec cette fois sa femme et sa fille. C'est la fin de cette première journée de visite, Sonia elle est crevée mais en même temps elle est contente puisqu'elle a probablement trouvé un potentiel acheteur. Elle sort s'acheter à manger, elle revient dans la maison, elle se fait couler un bain. Après son bain elle se rend dans sa chambre et là, ses sous-vêtements propres qu'elle avait préparés avant de se lancer le bain ne sont plus sur son lit. Elle comprend pas, elle se met à les chercher et puis elle les voit là, posés sur sa commode à 1 mètre du lit. Pour elle, c'est clairement une faute d'étourderie, elle est extrêmement fatiguée parce que je vous rappelle qu'elle est en deuil, donc les nuits passées, elle a pas très bien dormi. Et puis elle sort d'une journée de visite où elle doit être au max, où elle doit méga bien vendre la maison. Bref, elle se dit qu'il est clairement temps de dormir et elle se met au lit. Le matin, elle se lève, elle commence à préparer ses affaires pour quitter la maison et rentrer chez elle, pour retrouver son mari et ses enfants. Mauvaise surprise en descendant au rez-de-chaussée, Sonia voit que la porte arrière de la maison est entrouverte. Contrairement aux sous-vêtements, pour elle, il n'y a pas de doute, elle n'a jamais ouvert cette porte. En tout cas, elle a aucun souvenir de l'avoir pas refermée. Mais, la serrure étant cassée, elle se dit que c'est peut-être le vent, la nuit, qui l'a légèrement entrouverte. C'est possible. Tu ne regardes pas assez de traits d'horreur, Sonia. Et là, elle repense à sa dernière visite avec cet homme d'une 50aine d'années. Elle se dit, mais ces questions, c'était chelou un peu quand même. Le mec lui a demandé par exemple si la maison était bien isolée au niveau du bruit parce que sa fille joue et quand elle joue, elle fait beaucoup de bruit. Et il voudrait pas déranger les voisins. Un peu plus tard, lors de la visite, il lui a avoué qu'il était très content que la maison soit plutôt grande parce qu'il adore faire des cache-cache avec sa fille. Bon, pourquoi pas. Moi perso, depuis Conjuring, je ne fais plus de cache-cache dans une maison. C'est fini. Pour le moment, rien de bizarre, juste un mec attentionné envers sa fille et ses futurs voisins. Mais Sonia repense à un truc qui s'est passé un peu plus tard lors de la visite. Comme il arrêtait pas de lui parler de sa fille, elle lui a posé des questions tout naturellement pour en savoir un peu plus sur sa fille, pour créer un échange, un peu de complicité avec un potentiel acheteur. Et donc elle lui a demandé quel âge elle a. Et quand elle lui a posé cette question, le mec a réfléchi plusieurs secondes avant de lui dire 15 ans. Sur le moment, Sonia, elle a pas percuté, mais pendant son petit déj, le lendemain, elle y repense et elle se dit mais attends, quelle fille de 15 ans joue à cache-cache avec son père? Et surtout, quelle fille de 15 ans joue bruyamment avec des jouets comme le mec le lui a indiqué? Sonia finit son petit déj en étant très mal à l'aise parce qu'elle comprend, elle sent qu'il y a un truc qui cloche quand même, et elle décide de quitter la maison parce qu'elle a plus rien à y faire et surtout elle est de moins en moins à l'aise à l'intérieur. Elle a beaucoup de route à faire pour rentrer chez elle, donc avant de sortir de la maison, elle décide de faire un dernier pipi. Mais avant d'aller aux toilettes, qui sont à l'étage, elle fait une dinguerie. Elle sort donc de la maison par la porte d'entrée, la porte principale, en fermant à clé derrière elle, et puis elle re-rentre dans la maison de manière discrète par la porte arrière, celle qui donne sur la cuisine. Et au moment où elle passe la porte, elle s'arrête net parce qu'elle entend du bruit à l'étage. Et puis elle entend quelqu'un descendre les escaliers en courant. Et ce quelqu'un, c'est l'homme d'une 50aine d'années de la dernière visite de la veille. Elle le voit puisqu'il vient de descendre les escaliers, il est dos à elle et il a un couteau à la main. Heureusement il se retourne pas, il ne la voit pas, il court vers la porte d'entrée principale et il se met à la taper avec son poing en hurlant putain de merde. À ce moment-là, Sonia est tétanisée, elle se dit putain mais j'avais raison depuis le début, il y avait bel et bien quelqu'un ici. Le mec est à seulement 4 mètres d'elle, s'il jette un coup d'œil derrière lui, elle est foutue, mais elle garde son sang-froid et elle sort de la maison silencieusement en passant par la porte de derrière, la porte de la cuisine. Une fois dehors, elle sprint vers sa voiture, heureusement
heureusement garée dans la rue collée à la maison. Elle roule et elle se gare 2 rues plus loin pour directement appeler la police tout en regardant non-stop autour d'elle au cas où le mec l'ait vu ou l'ait entendu sortir de la maison. La police arrive seulement quelques minutes plus tard, sauf que en arrivant, évidemment, le mec n'est plus dans la maison. À cause de cette maudite serrure cassée, Sonia n'a pas pu enfermer le mec dans la maison. Du coup, il s'est enfui par la porte arrière et la police n'a jamais réussi à le retrouver ou à avoir des nouvelles. Après ces événements, Sonia a fait installer une caméra dans la maison, elle a fait changer aussi la serrure de la porte arrière et... félicitations Sonia, elle a réussi à vendre la maison. Bref Sonia, on est ravis qu'il ne soit rien arrivé ce jour-là et GG l'instinct. Je réalise de plus en plus en racontant ces histoires que je n'ai aucun putain d'instinct. Moi la porte entrouverte, j'aurais 100%, je me serais dit ah mais c'est moi, j'ai oublié, qu'est-ce que je suis bête. J'aurais jamais eu le moindre doute sur une potentielle présence. Je serais pas là pour raconter l'histoire, voilà, je vous le dis, je serais out. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire, celle de Charlotte. C'est une histoire assez vieille puisqu'elle s'est passée en 2004 et à l'époque Charlotte n'a... Je vous ai... Excusez-moi mais je mets mes mains comme ça, c'est... Pour qui je me prends? À l'époque, Charlotte n'a que 11 ans et elle a vécu ce truc-là avec sa maman qui lui a raconté en fait ce qui s'était passé ce jour-là des années après. Et c'est badant. À l'époque, sa mère est parajuriste et travaille dans un cabinet d'avocats en droit familial. Ce soir-là, sa maman est appelée en urgence pour bosser sur une affaire et donc elle doit se rendre à son bureau pour choper des documents. Elles y vont donc toutes les deux en voiture et en arrivant sur place, sa maman se gare sur le parking des bureaux et elle demande à Charlotte de ne pas sortir de la voiture. Et elle lui dit la vérité, elle lui explique qu'en arrivant, juste après qu'elle se soit garée, il y a un homme qui a traversé le parking et qui est monté dans sa voiture et qu'il est resté là à attendre les phares allumés. Alors en vrai, il n'y a rien d'ouvertement louche ou effrayant, hein. Rassurez-vous, vous avez le droit de monter dans votre voiture sur un parking et de rester dedans les phares allumés. Mais à ce moment-là, je sais pas, la mère de Charlotte, elle a une intuition, elle est en mode mieux vaut être trop prudente que pas assez. Après 5 longues minutes d'attente, sa mère se retourne enfin vers elle et lui dit bon écoute, j'ai aucune idée de ce que le mec fait ou prépare, mais prends les affaires, on va chercher les documents dans mon bureau. Elle sort de la voiture, elle se met à marcher pour les bureaux, il y en a pour à peu près 40 secondes. Mais à mi-chemin, la maman de Charlotte lui dit allez, Kai, dépêche-toi. À ce moment-là, Charlotte ne le sait pas, mais en fait, si sa maman la presse, c'est parce qu'elle a vu l'homme descendre de sa voiture juste après qu'elle soit descendue de la leur. Elles accélèrent le pas et elles finissent carrément le trajet en courant. Une fois que Charlotte et sa maman sont rentrées, elles se disent ok c'est bon, on est en sécurité. Et elles entendent un bruit et ce bruit c'est la porte du bâtiment qui vient d'être franchie par l'inconnu du parking. À ce moment-là, elles sont en train d'attendre l'ascenseur qui est à seulement quelques mètres de la porte d'entrée et la maman de Charlotte dit bonsoir à l'inconnu. Rien d'anormal dans la réponse de l'inconnu, il dit juste bonsoir et lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il rentre en premier et puis il met son bras devant les portes pour en empêcher la fermeture automatique et pour laisser le temps à Charlotte et sa maman de rentrer dans l'ascenseur. Et là, au lieu de rentrer dans l'ascenseur, la maman de Charlotte sort son téléphone et dit à l'inconnu ah merde, je suis désolé, j'ai un coup de fil urgent. C'est gentil mais on prendra le prochain. Évidemment, c'est du bluff. L'inconnu est figé et après quelques secondes, il retire son bras et les portes se ferment. Il y a plusieurs ascenseurs dans l'immeuble. Donc la maman de Charlotte rappelle immédiatement un autre ascenseur. Et le temps qu'il arrive, elle prend le temps de lui expliquer ce qui vient de se passer. Elle lui dit écoute, c'était le mec qui était dans la voiture garée derrière nous sur le parking. J'ai l'impression qu'il nous a suivis à l'intérieur. Clairement, j'allais pas nous faire monter dans un ascenseur avec lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un nouvel ascenseur, on va courir jusqu'à mon bureau, on va attendre quelques minutes pour être sûr de jamais recroiser le chemin de ce mec. Le plan se passe comme prévu et quelques dizaines de secondes plus tard, Charlotte et sa maman sont enfermées dans son bureau. Elles vont y attendre 10 minutes durant lesquelles la maman de Charlotte a l'oreille collée à la porte du bureau pour pouvoir entendre ce qui se passe dans le couloir et pour pouvoir prévoir la potentielle arrivée de l'inconnu s'il en avait vraiment après elle. Bref, 10 minutes plus tard, elle déverrouille la porte, elle tape un sprint jusqu'au rez-de-chaussée, elle retape un sprint une fois sur le parking pour rejoindre la voiture, elle passe la première et c'est ciao les bureaux. À partir de là, Charlotte ne va pas parler de cette histoire à sa mère pendant plusieurs années. 5 ans plus tard, Charlotte se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là et elle en parle à sa mère sur le ton de l'humour. Elle lui dit putain, tu te souviens quand on a tapé une méga parano et qu'on s'est enfermé dans ton bureau pour rien? Tout ça parce qu'on matait trop de films d'horreur, haha, qu'est-ce qu'on était bête. Et là, le visage de sa mère devient tout blanc. Sa mère sait que ce jour-là, elles ont potentiellement échappé à un truc dramatique. Et pourquoi elle le sait? Parce qu'un fait divers a eu lieu ce jour-là. Souvenez-vous, dans cet immeuble, on retrouve des bureaux de droit familial, donc des bureaux dans lesquels globalement on signe des documents fixant les termes d'un divorce, y compris la garde des enfants. L'inconnu de l'ascenseur venait donc de se séparer de son ex-femme et il se trouve qu'il n'a pas obtenu la garde des enfants pour des raisons tout à fait légitimes dont on va parler dans un instant. Sauf qu'il n'a pas accepté du tout cette décision et il a refusé de signer les papiers qu'il devait signer ce jour-là. Il s'est barré à la moitié du rendez-vous, fou de rage. Il a donc traversé le parking pour se rendre dans sa voiture. C'est donc à ce moment-là que Charlotte et sa maman l'ont aperçu pour la première fois et il s'est défoncé la gueule avec de la méthamphétamine. On comprend pourquoi il a pas eu la garde. Après s'être défoncé la gueule, il a pris une paire de ciseaux de cuisine qui cachait dans sa boîte à gants et il est retourné dans le bâtiment. C'est donc là que Charlotte et sa maman l'ont recroisé, sauf qu'elles ont pas vu évidemment qu'il avait une paire de ciseaux en main. L'inconnu s'est donc rendu au 3e étage de l'immeuble, il a attendu que sa femme sorte du rendez-vous et la poignarde 106 fois avec les ciseaux de cuisine.
Et malgré le fait que le médiateur assiste à cette horrible scène, le mec continuait de la poignarder encore et encore et encore. Bien évidemment, le médiateur appelle immédiatement la police qui met encore une fois seulement quelques minutes à arriver. Et en arrivant sur les lieux, le mec était encore dans l'ascenseur avec sa femme dans les bras. Il était en train de l'étrangler alors qu'elle était déjà morte depuis un bon moment. Ce soir-là, ils ont donc croisé la route d'un mec qui a seulement quelques minutes plus tard commis un crime affreux, un mec donc complètement taré et sous amphétamine avec qui elles allaient se retrouver seules dans un ascenseur. Personne ne sait ce qui aurait pu leur arriver ce jour-là si elles étaient montées dans cet ascenseur et si la maman de Charlotte n'avait pas eu cet instinct incroyable, cette prudence folle alors qu'il n'y avait pas tant de signes que ça qui lui montraient qu'elle était potentiellement en danger. Voilà, encore une fois, ayez confiance en votre instinct quand vous trouvez que quelque chose est louche, on n'est pas à une minute près, autant attendre le prochain ascenseur et éviter de se retrouver coincé avec ce genre de gros fils de chien. Pardonnez mon langage mais c'est horrible ce qui s'est passé ce jour-là. Il est temps de passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo, l'histoire d'Axel. Axel est français, il précise qu'il a entendu parler du Let's Not Meet FR grâce à mes vidéos. Big up à toi Axel, merci pour ton histoire, elle est incroyable. Aujourd'hui Axel a 28 ans mais l'histoire a eu lieu quand il avait 13 ans et qu'il était encore au collège. Ce jour-là il fait beau et Axel est posé dehors avec ses potes. Et l'un d'eux a un plan. Il explique qu'au pied de son immeuble se trouve une cave qui n'est pas fermée et qui serait d'après lui extrêmement glauque. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière et il y a souvent un mec qui s'appelle Rabat qui traîne là-bas. Mais alors qui est Rabat? Rabat est une espèce de junkie qui boit énormément d'alcool et qui est connu des services de police pour plusieurs trucs, ivresse publique, conduite sous l'emprise de stupéfiants et comportement agressif et violent envers des voisins. Mais Axel et ses potes ils apprennent ça, ils se disent mais c'est génial, let's go, quel après-midi de folie. Quelques minutes plus tard ils sont devant la fameuse porte de la cave, Axel est tout à l'avant du groupe, il l'ouvre et en rentrant effectivement l'endroit est glauque. Axel précise qu'à l'époque, dans son groupe de potes, personne n'a de portable. Ce jour-là, ils ont emporté avec eux 2 lampes torches qui sont en plus pas bien puissantes. Bref, nos amis tournent dans le premier couloir et ils commencent à avancer. Le couloir fait 5-6 mètres de long, au bout desquels tu peux tourner à droite et découvrir un nouveau couloir de 5-6 mètres de long. Et puis d'un coup, ils entendent un bruit. Premier coup de stress pour notre groupe d'amis qui est ravi, c'est ça qu'ils cherchaient en venant là. Comme je l'ai dit, arrivé au bout de ce couloir, on peut juste aller à droite et tomber sur un autre couloir. Mais quand il passe l'angle, la lampe torche laisse entrevoir les jambes de quelqu'un, à seulement quelques mètres d'eux. Et d'un coup, tout s'accélère. En voyant la lumière, le mec se redresse, sort la tête du box et regarde Axel et ses amis. Tout le monde comprend immédiatement qu'il s'agit de Rabat. Il a un regard allumé, il est crade et surtout, il a un couteau à la main. D'un coup, le silence est rompu par des hurlements de Rabat qui se met à courir vers le groupe d'amis. Axel et ses potes comprennent immédiatement qu'ils sont en danger. Là, ils sont plus juste en train d'avoir des petits coups de stress. Ils se chient dessus. Ils se mettent eux aussi à courir. Ils font demi-tour et ils se dirigent vers la sortie. Les bruits des pas résonnent, les cris de Rabat résonnent. Bref, dans la cave, on est passé du silence au chaos en une demi-seconde. Et dans sa course, Axel tourne la tête pour voir ce qui se passe derrière lui. Et il constate que Rabat l'a déjà rattrapé de plusieurs mètres. Et au lieu de suivre ses potes, il se jette dans le box sur sa gauche. 2 secondes plus tard, il sent Rabat qui passe juste à côté de lui mais qui continue de courir à la poursuite de ses amis. Il a toujours son couteau en l'air, il est toujours en train d'hurler, mais il vient de passer l'angle sans se rendre compte qu'Axel se trouvait dans le box. Axel entend la porte de la cave s'ouvrir, il entend ses potes sortir de la cave, il se penche pour avoir un visuel sur ce qui se passe et il voit Rabat rester dans la cave et en fermer la porte d'entrée. Axel explique qu'il a 13 ans à ce moment-là et qu'il a beau faire plus que son âge et être un peu costaud, il fait clairement pas le malin, il est plein de regrets. Malheureusement, les bruits de pas se rapprochent. Il se retient de respirer et il sent Rabat passer juste à côté de lui pour se rendre dans le box qu'il fouillait au moment où Axel et ses amis sont arrivés dans la cave. Axel est soulagé mais c'est pas fini. Je vous rappelle qu'il est enfermé avec Rabat. Il va donc passer 3 bonnes minutes complètement tétanisé à essayer de réfléchir à ce qu'il peut faire, à comment sortir de cette merde. Il réfléchit et réalise qu'il n'y a pas qu'une entrée pour accéder à la cave, il y en a 2. Et la deuxième, c'est une porte qui est reliée à l'intérieur du bloc. Et cette porte, elle est à quelques mètres de lui, sur sa gauche, juste avant le virage qui mène au couloir dans lequel se trouve Rabat. En revanche, il est impossible pour Axel de savoir si cette porte est verrouillée ou non avant d'avoir essayé de l'ouvrir. Mais il réalise que de toute façon, il a pas d'autre solution. Il prend son courage à 2 mains et silencieusement, il sort du box. Il a pas de visuel sur Rabat, mais il l'entend marmonner au loin. Il s'approche doucement de la fameuse porte. Il pose sa main sur la poignée et il appuie dessus. Évidemment, ça fait un énorme grincement qui retentit dans toute la cave. Et immédiatement, Rabat se met à hurler. Axel pousse la porte et heureusement, elle s'ouvre. Il est de nouveau éclairé par la lumière du jour, ça y est, il retrouve la vue et il tape le sprint de sa life. Axel rejoint ses potes qui l'attendaient à l'angle du bâtiment. D'ailleurs, il manque une partie de ses potes qui sont en fait allés chercher leurs parents pour qu'ils aillent le secourir dans la cave. Mais c'est un grand soulagement pour Axel qui explique qu'il a chialé toutes les larmes de son corps, qu'il a rarement eu aussi peur de toute sa life. Il a pas porté plainte, il a préféré en tirer des leçons comme arrêter de vouloir faire des trucs sensationnels et de se mettre en danger pour ressentir des trucs. Et surtout, il s'est dit que Rabat allait oublier son visage 2 jours après puisque c'est un mec qui est tout le temps sous alcool, etc. et qui est pas très
est lucide. Il finit son histoire en expliquant qu'il a pas de traumatisme lié aux caves, hein. En revanche, il précise que maintenant il est papa, il a un fils et que il apprend à son fils à être prudent et à ne pas se retrouver enfermé dans une cave avec un mec qui a un couteau, par exemple. Messieurs, dames, c'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère que les histoires vous ont plu. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau. Sortez des films d'horreur là, le Hollywood. Sortez des films d'horreur. Il y a aucun putain de bon film d'horreur qui sort, ça me frustre. Voilà. En revanche, il y a des bonnes BD horrifiques qui sortent ces derniers temps. J'ai hâte de lire vos premiers retours du coup en janvier pour ceux qui l'ont précommandé. Bah voilà, on finit sur un miaulement de Jumbo. Parfait. À bientôt les Squeezos. Billy Badouap les Squeezos, comment allez-vous? Fouh, on est cringe d'entrée de jeu. J'espère que vous avez passé un très bon Noël et qu'il vous est rien arrivé de creepy. En tout cas, on finit l'année comme elle a commencé, avec un thread d'horreur. Les histoires sont assez folles et il y en a une qui est un peu dans le surnaturel. Enfin, on sait pas trop et c'est ça que j'aime bien. Habituellement, moi je suis pas très fan du surnaturel, vous le savez. Et il y en a jamais dans ces threads d'horreur parce qu'on se base sur des témoignages, sur des vraies histoires. Donc comment prouver qu'un truc est surnaturel ou non? Bah faut envoyer le grand JD. Voilà, je vais pas l'appeler à chaque fois pour lui demander d'aller vérifier. Donc généralement, je me tiens à des témoignages très rationnels. Mais là, j'avoue, il y a une histoire, c'est une petite dinguerie. Je me suis dit, il faut que je la raconte, elle m'a un peu touché. Elle m'a un peu hérissé les poils. On commence avec la première histoire, l'histoire hashtagade. Ouh, vous l'avez pas vu venir. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Vous êtes stressé? Oui un peu, je skie pas souvent et j'ai le vertige. Moi je suis moniteur, je suis grave le boss. Et comment vous faites pour pas avoir peur? Déjà, je regarde les magnifiques montagnes des Alpes en face de moi. C'est vrai que c'est beau, on dirait que c'est pas réel. On dirait un jeu vidéo, n'est-ce pas? Oui un peu, je pensais plutôt à... Genshin Impact? J'allais plutôt dire une peinture. Non, parce que Genshin Impact se sont inspirés des Alpes pour un événement spécial avec la station Val Thorens. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Genshin Impact est un jeu d'action RPG où un frère et une sœur se retrouvent séparés par une déesse inconnue. Le joueur va pouvoir incarner l'un des deux personnages pour partir à la recherche de l'autre. La dernière version 2.3 se passe dans la montagne Dragonspin, inspirée des Alpes. C'est hyper dangereux votre iPad au-dessus du vide là. Pas grave s'il tombe, j'en gagnerai peut-être un nouveau durant l'événement du 29 décembre. Attendez, il y a des cadeaux dans votre jeu? J'adore les cadeaux. Oui, pour participer il te suffit de rejoindre l'événement via le lien dans la description. Et au bout du millionième visiteur ils illumineront les Alpes. Ok, trop cool, j'ai hâte. Et c'est pas tout, il y aura une cérémonie en janvier avec un concert. Je pourrais chanter, je chante super bien. Non, c'est pas un karaoké. Vous êtes jaloux car je chante mieux que vous. Moi au moins je sais skier. Moi aussi, c'est juste les bancs volants qui me font peur. On appelle ça des télésièges. Ok, pas la peine de vous la péter. Ok, maintenant que vous avez téléchargé Genshin Impact, on peut passer vraiment à la première histoire, celle de Nathan. À l'époque, Nathan vit donc dans la demeure familiale avec ses parents et sa sœur. On est en 2008 et donc son père vient d'avoir Foxtel qui est la télévision câblée en Australie. En revanche, il n'y a qu'un seul câble, ce qui fait qu'il y a la télé que dans le salon. Mais Nathan, il veut absolument une télé dans sa chambre. Pour résoudre ce problème, il a de la chance, son père c'est un peu un geek et il décide d'acheter un émetteur-récepteur AV. Vous connaissez le principe, on branche un émetteur à la télé qui est dans le salon et il est chargé d'envoyer l'image à un récepteur qui lui est branché à la télé de Nathan dans sa chambre. On est samedi et Nathan passe son après-midi à installer le matériel, à setup tout ça pour ensuite pouvoir mater la télé tranquille. Et on a de la chance parce qu'à l'époque il a pris des photos de l'installation. Hop là, ça vous plonge tout de suite dans le passé à la vue de cette télé, vous avez de la nostalgie en vous, c'est normal. Et vous allez voir par la suite que c'est très cool qu'il ait pris des photos. Ce jour-là, Nathan, il galère à installer le truc. Il débranche, il rebranche, il y a pas d'image, il comprend pas et soudainement, l'image grésille. Tout de suite, Nathan se dit « Yes, ça y est, j'ai réussi, je vais enfin pouvoir mater la télé dans ma chambre. » Et immédiatement, il est plus trop content parce qu'il réalise qu'il y a une image alors qu'il n'a pas encore allumé l'émetteur relié à la télé du salon. Comment son récepteur peut recevoir une image si le truc qui est censé la lui envoyer est éteint? À ce moment-là, Nathan décide donc de prendre une photo et voici donc l'image qui apparaît dans sa télévision. C'est affreux. Voilà, c'est horrible. Nathan panique, comme on aurait tous paniqué je pense à sa place, et en plus il croit que ce qu'il voit à l'écran c'est son lit à lui. Bref, ça le terrorise et du coup il rejoint sa sœur à l'étage en courant. Ils redescendent tous les deux dans sa chambre, ils regardent l'image et puis là ils réalisent que c'est absolument pas le lit de Nathan qu'on voit. Ils en tirent une conclusion évidente, c'est que le récepteur qu'il a acheté est en train de capter un signal qui traîne dans le coin, ça veut dire que ce qu'ils voient dans l'écran c'est pas très loin de chez eux. Mais en même temps ils se disent mais qui foutrait une caméra comme ça qui filme son lit, c'est creepy de fou. Quelques heures plus tard, les parents de Nathan rentrent à la maison et immédiatement Nathan et sa sœur leur racontent. Et ils décident tous les quatre de regarder ce fameux signal pendant plusieurs heures, voir s'il se passe un truc et pour peut-être avoir des indices, savoir d'où ça vient, qui sait et peut-être prévenir la personne en question. Bref, le temps passe et d'un coup il se passe quelque chose, quelqu'un entre dans la pièce.
Le père de Nathan reconnaît tout de suite cette personne, c'est leur voisin. Le père de Nathan tout de suite il a 3 hypothèses. La première c'est que l'un des deux a peut-être installé cette caméra qui a l'air d'être une caméra espion pour s'assurer que l'autre ne le trompe pas. La deuxième c'est que peut-être qu'ils aiment se filmer en train de ken. Possible. La troisième, qui est beaucoup plus fumeuse, c'est que peut-être que le mari est un psychopathe qui veut se filmer en train de tuer des gens. Bon, le père de Nathan a regardé trop de documentaires sur les serial killers. Mais malgré tout, ils décident de ne pas en parler à leurs voisins parce qu'ils se disent mais attends, c'est intime, c'est sûrement un truc privé et tout, on n'a pas à intervenir. Éteignons la télé, on fait comme si on n'avait rien vu, on passe à autre chose. Mais malgré ça, Nathan il a une petite curiosité morbide et pendant plusieurs jours, il va regarder en journée, à des moments random, s'il se passe un truc. Malheureusement ou plutôt heureusement, il va rien se passer de spécial pendant ces jours-là où il allume la télé et donc il passe à autre chose. Le temps passe, les semaines passent, Nathan repense un peu à cette histoire et un jour il décide de rallumer le récepteur. Et là, il tombe sur une dinguerie. On est dans une période où leurs voisins faisaient énormément de travaux chez eux. Par curiosité, Nathan rallume son récepteur et voit un homme, un ouvrier, rentrer dans la chambre. Cet homme, ils l'ont croisé plusieurs fois dans la rue quand il se rendait à la maison et c'est en fait un plombier. Bon, plutôt logique qu'il traîne dans les pièces de la maison, il a probablement des trucs à checker concernant la tuyauterie et tout. Sauf que là, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre des tiroirs de la commode. Il y a pas de tuyaux dans les tiroirs d'une commode. Nathan face à ça il se dit tiens, bizarre. Il appelle immédiatement sa mère pour qu'elle vienne regarder avec lui ce qui se passe. Et là ce qu'il voit c'est horrible. Il voit cet homme qui prend les sous-vêtements de leur voisine et qui se met à les renifler. C'est pas un passe-temps comme un autre. Bref, ils sont choqués par ce qui vient de se passer, et ce qui suit est pire. Il marche tout droit vers la caméra. Il regarde droit dans l'objectif et puis il replace un peu la caméra et il se barre. Immédiatement, Nathan et sa mère comprennent que cette caméra, elle a pas été mise là par leur voisin, elle a été mise là par cet homme, qui apparemment veut pouvoir les voir à leur insu dans leur intimité, dans leur chambre. La mère de Nathan ne veut pas confronter ses voisins parce que c'est trop cringe, c'est trop horrible pour elle, et donc elle demande à son mari de foncer et de les avertir de ce qu'ils ont vu. Son mari va donc toquer chez ses voisins, ils ouvrent la porte et il leur explique, il leur dit voilà écoutez, je crois qu'il y a une caméra chez vous qui filme en direct votre chambre. Les voisins comprennent absolument pas de quoi il lui parle et donc ils lui disent bah vas-y viens et allons dans la chambre et regardons ça ensemble. Dans la chambre, le père de Nathan se dirige donc vers la position de la caméra en se basant sur l'angle qu'il a vu sur la télé chez lui et il comprend qu'elle est dans le mur. Il dit donc aux voisins de lui faire confiance et il commence à percer le mur. Et dans le mur, il trouve 2 trucs. Le premier truc qu'il trouve, c'est un appareil qui est là pour surveiller ta consommation d'eau parce qu'à l'époque, en Australie, dans cette région-là, il y avait eu d'immenses sécheresses, donc le gouvernement avait mis des restrictions de consommation d'eau. Et la deuxième, c'est évidemment une caméra espion reliée à un boîtier émetteur. Le plombier était donc venu faire son taf, c'est-à-dire installer ce fameux appareil dans le mur, mais il en avait aussi profité pour ajouter cette caméra. La police ouvre donc une enquête parce que c'est quand même méga grave, et là, Nathan et sa famille ont plus de nouvelles du truc pendant des semaines. Un jour, la mère de Nathan croise par hasard sa voisine et elle lui explique qu'en fait la police a découvert que le mec venait tous les soirs se garer dans un van juste à côté de leur maison pour pouvoir capter le signal qu'émettait la caméra espion et les regarder tout simplement pendant des heures dans leur chambre à leur insu. Nathan a donc littéralement sauvé ce couple d'intrusion méga intime. Je pense que c'est la hantise d'un peu tout le monde ici. Être filmé à ton insu, comme ça, c'est ignoble. Aujourd'hui, on sait que ça peut arriver, on sait que la technologie le permet, mais en 2008, je me serais jamais douté de ça, c'est abusé. Bref, les frérots plombiers, prévenez-nous quoi si vous voyez un collègue creepy. Ou de toute façon, je vous appelle plus. Voilà. Je préfère vivre avec des fuites d'eau, c'est clair? Laissez-moi vous raconter maintenant l'histoire de Paul, histoire très étrange. Dans cette histoire, il y a donc Paul, mais il y a aussi ses 3 meilleurs amis qui s'appellent respectivement Kevin, Ryan et Tommy. Alors, cette histoire a eu lieu il y a quelques années déjà, mais sachez qu'ils sont toujours meilleurs potes aujourd'hui et qu'ils en parlent assez fréquemment parce que ça les a absolument terrorisés. C'est l'été, on est mi-juillet et Paul et ses 3 amis décident de partir en vacances dans le cabanon de Kevin, tout au nord de la forêt du Minnesota. Alors c'est un lieu qu'ils connaissent bien, ils y sont allés plein de fois en famille avec leurs parents, mais cette fois ils décident d'y aller seuls parce qu'ils sont assez grands pour le faire. Alors contexte sur la position de cette cabane, parce qu'en fait elle est pas dans la forêt, elle est sur une très grande île qui est juste à côté de la forêt, île sur laquelle se trouvent plein d'autres cabanes, sauf que la cabane la plus proche de celle de Kevin est à au moins 800 mètres. Pour accéder à la cabane en voiture, il faut donc arriver en voiture de l'autre côté de la rive, prendre un bateau et ensuite débarquer sur l'île. La cabane, c'est une cabane classique, il y a 2 chambres côte à côte. Détail qui a son importance, il y a une fenêtre dans chaque pièce, mais il n'y a pas de rideau aux fenêtres. T'es vraiment plongé au cœur d'une forêt, tu vois les arbres, tu vois la nature, tu vois ce qui se passe. Bref, notre groupe de potes se rend donc dans cette cabane. Ils y vont pour une durée de 4-5 jours et globalement jusqu'au 3e jour, tout se passe bien. Le soir de ce 3e jour, ils sont posés au bord du feu, en train de boire des bières, de se raconter des histoires. Franchement, la vie avec un grand V. Ils profitent des étoiles et du calme, mais d'un coup, ils entendent un bruit qui vient du lac. Ryan regarde au loin et il dit « Les gars, c'est quoi ce truc ?» Nos 4 amis regardent dans la direction que pointe Ryan du doigt et ils voient ce qui ressemble, d'après les mots de Paul, à une tête qui flotte au milieu du lac.
Mais bon, Paul et ses amis restent très pragmatiques, ils se disent bon, on voit pas de fou, le truc est à 100 mètres, c'est probablement un huard. C'est des oiseaux vagabonds nocturnes qui chassent donc très tard et il y en a énormément autour du lac. Bref, petit coup de pression quand même pour notre groupe d'amis qui décide quand même de reprendre la soirée en mode bon les gars, c'est un oiseau, continuons de boire des bières, amusons-nous, on est stressé pour rien là, on a plus 12 ans. Le temps passe et Paul a envie d'aller aux toilettes, sauf que la salle de bain est déjà prise par l'un de ses amis. Il se lève, il se rapproche du bord du lac pour faire sa petite affaire et en levant les yeux, il revoit au loin cette fameuse tête. Sauf que cette fois elle est plus à 100 mètres, elle est à 50 mètres. Il retourne en courant voir ses potes et il leur dit les mecs, s'il vous plaît venez avec moi, c'est chelou cette histoire de tête dans l'eau là. Sauf qu'il est tard, que le feu est en train de s'éteindre, ils sont fatigués, ils se sont déjà pris une fois un coup de pression en voyant tous la tête et donc du coup ils se disent à Paul frérot, viens plutôt on rentre dans la cabane, on ferme les portes et on se couche quoi, il est tard. Tout le monde se couche, sauf Paul, qui regarde une dernière fois par la fenêtre voir s'il revoit cette fameuse tête et il est rassuré parce qu'elle n'est plus là. Mais d'un autre côté, il est deg parce que il sait pas ce que c'était, il en a pas eu le cœur net. Ça peut être plein de trucs, mais lui, il a vraiment l'impression que c'était une tête et ça le stresse. Paul ne s'endort pas tout de suite, il a un sommeil pas ouf, et pendant qu'il galère à s'endormir, il entend des bruits de pas qui viennent des marches qui mènent à la cabane. Sauf que le bruit dure 3 minutes, mais que monter les escaliers, ça met 12 secondes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après ce qui lui a semblé être une éternité, Paul entend les bruits de pas s'accélérer et partir au loin dans la forêt. Et à ce moment, Ryan sort de sa chambre, regarde Tommy et Paul et leur dit les gars, on se casse. Les 3 amis de Ryan comprennent pas ce qui se passe et du coup lui disent mec, explique-nous, pourquoi tu veux qu'on se barre? Et ce qu'il leur explique ce jour-là, ils s'en souviendront toute leur vie. Il était dans son lit dos à la fenêtre et il a changé de position pour être plus confort. Il s'est donc retrouvé face à la fenêtre et c'est là qu'il a vu quelqu'un dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Quelqu'un qui s'est décalé immédiatement après que Ryan l'ait vu. Nos amis sortent de la cabane, descendent les escaliers et là ils voient des traces de pas. Les bruits que Paul a entendus plus tôt étaient donc réels, il y avait bel et bien quelqu'un qui était autour de la cabane. Nos amis sprintent jusqu'au bateau, démarrent le moteur et rejoignent l'autre rive. Sur le trajet, Paul a les yeux rivés sur le lac, la cabane, la forêt, les alentours, mais il ne voit rien. Ils atteignent donc la rive, ils rentrent dans leur voiture et au bout de 16 km de route, Ryan fait une énorme crise d'angoisse. Ils appellent donc ses parents qui sont les plus proches de là où ils se trouvent et ils viennent les chercher. Bref, cette nuit-là, vous l'aurez compris, ils ont vécu l'enfer et personne n'a dormi. L'histoire s'arrête là. À ce jour, Paul, il est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé, il a rien compris. Paul et Ryan ne sont jamais retournés à la cabane. En revanche, Tommy et Kevin, ils sont retournés plusieurs fois avec leurs parents, pas seuls, et ils ont jamais revu quoi que ce soit d'anormal. Paul est pragmatique, il explique qu'il y a plein de gens qui ont une cabane sur cette île et que clairement c'était peut-être une farce, ou est-ce que cette nuit-là, ils ont bel et bien croisé la route de quelque chose de surnaturel. Quoi qu'il en soit, ils avaient bu quelques bières, ils avaient pas pris de drogue ou quoi que ce soit ce soir-là, et 2 d'entre eux ne s'en sont jamais remis. Bref, c'est une incroyable histoire, c'est tout ce que je déteste. Voilà, fuck les cabanes. Allez, sans transition, on passe à la 3e histoire, c'est celle d'une Française qui s'appelle Amy, qui a 14 ans au moment où elle nous la raconte, et l'histoire s'est passée quand elle en avait 4. Son histoire, c'est un mix de ses souvenirs à elle de ce qui s'est passé, parce qu'elle était très jeune, mais elle a quand même quelques souvenirs, et aussi du témoignage de sa mère. Vous allez voir qu'il y a un lien dans cette histoire, et qui, elle, a été traumatisée, autant qu'Amy, par cette affaire, et c'est normal. À l'époque, Amy vit avec ses parents, sans blague, au 2e étage d'un appartement dans une grande ville en bord de mer. Faut savoir que dans les grandes villes, les places en crèche sont rares, et le sont de plus en plus d'ailleurs. Du coup, quand un enfant n'a pas de place en crèche, bah ses parents soit s'en occupent, soit prennent une nounou. Ça fait donc 3 semaines que Elena s'occupe d'Amy toute la journée parce que ses parents travaillent énormément et qu'elle n'a malheureusement pas eu de place à la crèche. Elena s'occupe très bien d'Amy, elle est très sympa, très douce, et globalement Amy lui fait totalement confiance. Mais, et il y a un mais de taille, depuis quelques jours, les parents d'Amy ont remarqué des bleus sur son corps. Au début, ça les a pas alarmés plus que ça. En réalité, on peut avoir des bleus sans pour autant s'être pris un coup. D'ailleurs, selon les personnes, ça varie, il y en a vraiment qui ont beaucoup de bleus comme ça naturellement, surtout sur les jambes. C'est des trucs de circulation sanguine, bref. Sauf que là, dans le cas d'Amy, les bleus au fil du temps sont de plus en plus nombreux et de plus en plus foncés. Il décide donc de parler des bleus à Elena qui, globalement, n'apprécie pas du tout. Elle s'énerve, elle hausse le ton, elle leur dit écoutez, j'ai rien à voir avec les bleus, vous m'accusez à tort, vous avez pas honte. Sauf qu'Elena monte tellement dans les tours que les parents d'Amy se disent mais attends, il lui arrive quoi là? Elle est toute gentille et douce habituellement, pourquoi elle pète un câble là? En revanche, l'altercation a eu lieu en début de journée et du coup les parents d'Amy n'ont pas tout de suite dégagé Elena parce qu'ils avaient besoin d'elle pour une toute dernière journée avant de trouver une solution pour faire garder Amy les jours d'après. Ce jour-là, ses parents sont donc allés travailler comme les autres jours en se disant bon bah voilà, Elena va faire une dernière journée et ce soir on la dégage. La journée en question se passe très bien, mais vient le soir. Elena est en train de préparer à manger, mais Amy explique que c'est pas comme d'habitude. Elle a pas l'air dans son état habituel et à plusieurs reprises elle l'appelle Anna au lieu de Amy. Bref, Elena a fini de préparer à manger et donc elle invite Amy à se mettre à table. Amy s'installe, elle est prête à dévorer son repas et du coin de l'œil, elle aperçoit Elena mettre 3 gélules dans son verre d'eau. Et puis elle lui tend le verre et elle demande à Amy de boire.
Évidemment, Amy refuse. Du coup, Elena s'énerve, lui crie dessus, lui dit t'es qu'une sale gosse, je t'ai demandé de boire cette eau, donc tu vas boire cette eau. Amy fond en larmes, Elena continue de lui crier dessus et exige qu'elle boive cette eau, et puis quelqu'un se met à cogner à la porte d'entrée. Et ce quelqu'un, c'est le père d'Amy qui vient de rentrer du travail, mais qui en mettant sa clé dans la serrure n'a pas réussi à ouvrir sa propre porte d'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une clé sur la serrure, mais de l'intérieur. En revanche, à travers la porte, le papa d'Amy entend sa fille en larmes et entend les cris d'Elena. Il se met donc à crier, il ordonne à Elena d'ouvrir la porte d'entrée. Immédiatement, Elena arrête de crier sur Amy. Elle se dirige vers la fenêtre du salon et elle saute. Elle saute donc du 2e étage, ce qui est possible sans se blesser si on fait une bonne réception. Et quelques minutes plus tard, le père d'Amy réussit à forcer la porte et rentre rassurer sa fille et la prendre dans ses bras. Lui et sa femme appellent immédiatement la police qui arrive sur les lieux 10 minutes plus tard et qui pose des questions à Amy. Amy qui est incapable de répondre parce qu'elle est traumatisée par ce qui vient de se passer, c'est horrible. Hein. Il commence donc à fouiller l'appartement par sécurité et il tombe sur quelque chose de vraiment pas rassurant. Dans un tiroir de la cuisine, il tombe sur un rouleau de scotch de déménagement, une corde et un couteau qui n'était plus à sa place dans le bloc de couteau de la cuisine. Quelques jours plus tard, la famille d'Amy a des news des policiers puisqu'ils ont arrêté Elena et qu'ils ont résolu l'affaire. En fait, ils ont appelé la chef de l'entreprise où Elena travaillait et cette chef leur a dit écoutez les gars, l'employé dont vous me parlez a été licencié il y a maintenant 1 an après qu'on ait reçu plusieurs plaintes de parents pour coups sur enfants. Le jour où elle s'est volatilisée, les gélules qu'elle avait mises dans le verre de Amy, c'était des somnifères. C'était du zolpidem et c'est clairement pas le genre de médicament que tu donnes à un enfant de 4 ans. Amy, elle a pas trop de souvenirs, c'était juste un mauvais moment, mais il lui est rien arrivé de physique ou quoi que ce soit, mais voilà, elle explique que ses parents, même 10 ans après, ils s'en veulent encore. Amy, je suis ravi qu'il ne te soit rien arrivé, c'est marrant, ça me fait penser, enfin marrant, le mot est très mal choisi, mais ça me fait penser à quand j'étais jeune et que j'allais à l'école primaire, je crois que j'étais en CP ou en CE1, et j'ai failli me faire kidnapper. Je l'ai déjà raconté dans une vidéo anecdote, mais c'est vrai, j'ai failli me faire putain de kidnapper, c'est abusé. D'ailleurs, sachez que si vous êtes victime ou que vous avez connaissance d'une situation de maltraitance d'un enfant, il y a un numéro qui existe, c'est le 119. Il est fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est gratuit. C'est un numéro national dédié donc à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Donc voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas, on sait jamais, ça peut toujours sauver des vies. C'est la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu. C'est des trucs où avant même de lire des histoires comme ça, c'est ma hantise. Je serais angoissé non-stop si j'avais un enfant. Un grand respect à tous les parents qui regardent mes vidéos. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, que vous ayez 30 ans ou 50. Comment avez-vous fait? Maman, respect. On dirait bien que dans 2-3 jours c'est le nouvel an. Amusez-vous bien, fêtez ça comme il se doit et on se retrouve en 2022. À l'année prochaine. Je la dis premier degré, cette phrase, ok?